On m'a demandé donc de répondre à la question qu'est-ce qu'une maladie neurologique dégénérative. Donc je vais, comme un bon élève, essayer de répondre à cette question en essayant de préciser, au fond, l'hypothèse qui sous-tendra ma réponse. Je peux partir de peut-être ce qui peut être une banalité. Le fait biologique de la maladie chez l'humain devient un événement. On pourrait dire de cette façon, c'est comment un fait biologique devient un événement biographique. Et si on admet cette idée, eh bien, on s'aperçoit que les maladies chroniques, bien, ne sont pas simplement des réalités qu'on peut installer dans des logiques classificatoires, mais qu'elles mobilisent et qu'elles déploient quelque chose comme des manières pour des existences de se raconter dans le temps, y compris dans la figure de l'effondrement ou du réaménagement. Bref, que la maladie chronique, c'est aussi, la chronique d'une vie qui se redéploie à nouveau frais et dans d'autres figures. Et c'est sans doute pour cela que le mot dégénératif est un mot trop court pour raconter ces expériences, dans la mesure où, de fait, la question de la dégénérescence instille très rapidement une forme de téléologie dans la manière de raconter une vie ou de la penser, c'est-à-dire que soit on peut penser la vie sur le mode de l'expansion, soit on peut vouloir d'une certaine façon la raconter sur le mode en fait d'une diminution, d'un effondrement, d'un rétrécissement, alors que d'une certaine manière ce qui est en jeu, c'est effectivement comment sous la question de la perte de ce qui semble être la normalité se redéploient d'autres types de normativité et comment les entendre. Si on dit cela, en tout cas si on est attentif un tout petit peu à cette première idée, que finalement ce qui est en jeu, c'est comment des logiques classificatoires, comment classer ces maladies qu'on appelle neurodégénératives, comment ces logiques classificatoires en fait s'articulent avec des enjeux finalement qui sont d'identité à la fois individuelle et collective. Et donc mon idée, c'est que si on admet ça, c'est que répondre à la question qu'est-ce qu'une maladie neurologique dégénérative, ça ne peut pas être faire le choix entre un discours plutôt qu'un autre. Parce que finalement, il y a deux types de discours. Le premier, c'est celui qui consisterait à dire, c'est celui de la langue de la classification ou de la typologie, qui consiste à dire reconnaître ce qu'est une maladie neurodégénérative, c'est la connaître. C'est-à-dire l'installer dans un dispositif de connaissance qui permettra sa prise en charge, son traitement et son accompagnement. Bref, une première figure de la reconnaissance de ce type de maladie, c'est celle de la connaissance, notamment dans notre culture pour laquelle les sciences médicales, bien précisément, valorisent cette dimension en fait de la connaissance et d'une connaissance dont on sait qu'elle cherche en plus à vouloir être universelle et se raconter dans les mots qu'on dit aujourd'hui evidence-based. Bref, donc parler de la maladie neurodégénérative, on peut le faire dans le langage effectivement d'une médecine fondée sur les preuves qui raconte la reconnaissance de la maladie dans le langage de la connaissance. Mais il y a un autre langage qui, lui, dit, au fond, ce type de maladie, si ce sont effectivement des événements biographiques qui se déploient dans des chroniques, dans des manières de déployer sa vie, dans des manières de redéployer sa vie, de traverser le temps avec cette expérience, alors il s'engage une autre reconnaissance, qui n'est pas effectivement de l'ordre du savoir, qui est de l'ordre des formes de coopération mutuelle, et même finalement d'une manière de revisiter le rapport à soi dans ses capacités blessées, vulnérabilisées ou malmenées. Et donc, je crois que le défi, ça n'est pas donc de juxtaposer ces deux discours, c'est-à-dire une reconnaissance par la connaissance et une reconnaissance par la coopération mutuelle. Et je dirais que ce problème, c'est à la fois un problème épistémologique, c'est-à-dire comment dans les institutions de soins, comment dans les pratiques hospitalières, comment dans nos modes d'organisation, qu'elles soient à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un plan national ou international. Donc sur le plan épistémologique, c'est comment donc des rationalités s'articulent entre le plan des savoirs et le plan en fait des expériences en fait de coopération. Et c'est effectivement aussi un problème, je veux dire, d'organisation éthique et politique, donc c'est-à-dire en fait la vie des institutions.
Donc ça, c'était un tout petit préambule, parce qu'il me semble décisif. Je discutais avec quelqu'un avant qu'on commence cette matinée, hein, et quelqu'un qui travaillait dans un EHPAD, et notamment qui a inventé ce dispositif Maya dont elle nous parlera cet après-midi. Et ce que je trouvais intéressant dans cette proposition, c'est qu'effectivement, on voit bien que ce qui est en jeu aujourd'hui dans la prise en charge de ces maladies neurodégénératives, ce n'est pas juxtaposer des techniciens, parce qu'au fond, on peut avoir des techniciens, du neurone, pour être un peu rapide, et des techniciens aussi du psy, et enfin, on peut vouloir les décliner, c'est comment les articuler. Donc, ce qui fait que répondre à la question, donc j'en viens maintenant à ce qui m'est demandé, donc répondre à la question, qu'est-ce qu'une maladie neurodégénérative, c'est donc dire que, d'abord, premier point, on peut faire un premier type de réponse. Je parle sous le contrôle de mon voisin. Premier type de réponse, c'est celui qui accepterait de se situer à l'intérieur, finalement, du modèle théorique et pratique médical, et à l'intérieur de ce modèle, dans la façon qu'il a de poser la question. C'est-à-dire que si la question « qu'est-ce qu'une maladie neurodégénérative ?» est une question de neurologue, elle appelle, si j'ose dire, une réponse de neurologue. C'est-à-dire, elle s'attachera à mettre en évidence des facteurs éthiopathogénétiques. Bref, ça devient effectivement un problème de connaissance qui va porter très rapidement sur des enjeux de classification des maladies, lequel, d'ailleurs, notablement aujourd'hui, consacre l'entrée en force dans la manière de décrire l'expérience de la maladie, bien l'importance des sciences neuronales, des neurosciences et de la génétique. De fait, ce qui me semble important aussi de pointer, c'est comment la sémiologie médicale, comment la nosographie, comment les processus de classification des maladies sont des indices qui nous disent quelque chose de l'élaboration de la langue médicale. Or, cette langue, pour pouvoir être une langue, précise et efficace, précise du point de vue théorique et efficace du point de vue thérapeutique, cette langue parle des existences dans le langage de la connaissance, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire finalement comment une existence ébranlée, on peut la décrire dans des mots concepts, dans des mots modèles, d'autant plus universels, d'une certaine manière, qu'ils sont impersonnels. Et donc l'expression ou le mot maladie neurodégénérative, d'une certaine façon, peut être effectivement tout à fait susceptible de pouvoir chercher le plus petit dénominateur commun de toutes ces différentes expériences de la maladie. Bref, chercher précisément l'universel là où il y a, pour chaque expérience individuelle, de la pluralité justement qui résiste. Bref, chercher le plus petit dénominateur commun de ces diverses maladies, eh bien, c'est le chercher du côté effectivement de la maladie, non pas du côté du malade, et petit à petit du côté finalement de recherche objective, parfois objectivante, notamment la question du statut, on disait ça en discutant un tout petit peu hier, le statut des antioxydants. Alors, on parlera peut-être de ceci tout à l'heure, mais je dirais que cette question-là, donc je ne suis pas du tout expert dans ce domaine, donc je ne vais pas m'y avancer, mais je dirais simplement que ce qui est assez frappant, c'est comment l'histoire de la médecine, pour une part, elle est aussi liée à l'histoire de la biologie et l'histoire de la connaissance de la logique du vivant, avec cette idée que plus on va trouver, à l'échelle de l'infiniment petit, des éléments d'explication, plus finalement on sera sûr d'être du côté de la vérité. Et je dirais, ça interroge, c'est déjà François Jacob qui notait ça, hein, mais je veux dire, il y a quelque chose qui doit nous interroger, qui est ce qu'on pourrait appeler le prestige du petit, hein, de l'infiniment petit, la valorisation du moléculaire ou de la molécule pour voir la fascination pour le minuscule comme étant la clé définitive du sens de ce qui joue. Il peut y avoir une fascination pour le radical. Il y a sans doute une jouissance aussi intellectuelle de la recherche des logiques qui fonctionnent, qui engagent des maladies. Je la discute bien évidemment pas, mais ce qui m'interroge, c'est comment effectivement cette fascination pour le radical, c'est la recherche d'une clé, qui serait peut-être la clé définitive donnant le sens de ce qui s'y engage,
Mais que peut-on en faire du point de vue d'une existence? On voit bien qu'est-ce qu'on peut en faire du point de vue de la connaissance, mais que peut-on en faire du point de vue de celui qui existe? Le radical, de cette manière, est tellement, finalement, justement, radical qu'il est peut-être inappropriable ou difficilement appropriable. Donc, en tous les cas, du point de vue donc, de la logique de la classification des maladies et du point de vue en fait, de la logique des savoirs, on pourrait dire que ce qui est en jeu, c'est moins nommer une expérience que désigner une réalité expérimentée au sens en fait, des sciences expérimentales. Bref, il y a l'idée de la recherche de qu'est-ce qui peut être objectivé au risque, je le dis encore, de l'objectivation. Donc on pourrait, d'une certaine manière, dire qu'à l'intérieur de ce cadre théorique et pratique que sont les sciences et pratiques médicales, on peut, quand on parle de maladies neurodégénératives, à la fois dont on dit quelque chose dans l'histoire de ces disciplines, dans l'histoire de ces savoirs, mais on peut aussi produire ce qu'on peut appeler des monstres linguistiques. C'est-à-dire en fait des mots qui relèvent de discours institués et qui fixent, au risque de figer, des trajectoires qui, de cette façon, sont parfois beaucoup plus complexes que ce que les mots emblèmes ou les mots signaux cherchent à en dire. Ce qui fait qu'en plus de ce premier cadre, donc de cette premier cadre, cette première façon en fait, d'aborder la question, donc qu'est-ce qu'une maladie neurologique dégénérative, eh bien on peut vouloir répondre de nouveau, je veux dire, à nouveau frais à cette question. Ce que je fais, donc, je cherche de faire maintenant dans un second temps. Et donc, je voudrais en fait déplacer un tout petit peu le curseur en se disant, non pas qu'est-ce que les sciences médicales ou qu'est-ce que la neurologie dit de ces maladies. J'en ai pas dit grand-chose parce que mon voisin en dira bien plus et bien mieux que moi. Mais je voudrais donc déplacer la question en se disant maintenant, au fond, qu'est-ce que ces maladies neurodégénératives disent de nous? C'est que c'est pas qu'est-ce que nous en disons du point de vue des savoirs, mais qu'est-ce qu'elles disent de nous, c'est-à-dire nous aussi bien individuellement que socialement. Et là, je dirais, ce qui est en jeu, c'est de se demander comment le regard que nous portons en fait, sur ce type en fait, d'expérience et de maladie est un regard qui doit aussi être interrogé. Parce que de cette façon, le risque qui est derrière tout cela, et en ce sens-là, et c'est un risque effectivement qui est à la fois éthique et politique, c'est que le langage de la connaissance est un langage qui cherche à être, si on peut dire, en prise sur une expérience, au risque d'exercer sur cette expérience de vie, justement, une emprise. Et tout le difficile, et c'est les enjeux de reconnaissance qui sont là, tout le difficile, c'est précisément comment faire en sorte pour être en prise avec une expérience sans être précisément dans le contrôle et dans l'emprise ou la maîtrise enfermante. Donc si on décale le curseur, donc qu'est-ce qu'elles disent de nous, ces maladies? Eh bien, je dirais il y a deux choses en fait qu'il s'agit en fait de pointer peut-être. La première, tout d'abord, c'est que effectivement, ces maladies en fait interrogent nos manières en fait de faire monde. Interroge un moment particulier en fait du temps. On pourrait dire, si je force un tout petit peu, mais c'est bien évidemment soumis à la discussion, c'est que ces maladies on pourrait les interpréter comme le révélateur en négatif de ce que devrait être ou de ce qui serait censé être pour nous l'humain dans nos sociétés contemporaines. Si dans nos sociétés, alors c'est assez flagrant avec la question de l'Alzheimer, mais si dans nos sociétés il s'agit d'être en permanence dans la réactivité, dans l'interaction, dans la maîtrise de ces grandes capacités cognitives pour déployer et s'adapter dans un milieu environnant hyper sollicitant. Et de cette façon, celui ou celle qui ne parvient plus à être dans cette réactivité, dans cette intrication cognitive qui est devenue notre monde, tellement mise en réseau en fait, par nos moyens et nos technologies elles-mêmes reposant sur l'information, eh bien, le malade, finalement, il est malade de l'impossibilité d'être en interaction dans un monde qui est construit sur des interactions réglées et disposées par les sciences et les techniques de l'information. Si je forçais un peu, bon, c'est un peu excessif, mais ça peut, j'espère, donner à penser.
Si nous sommes dans une société du réseau, hein, du web comme on dit parfois, eh bien, si nous sommes dans une société du réseau, la maladie, elle est pensée ou elle est pensable comme une panne réseau, d'une certaine façon. Et on le voit très bien autour de la figure de l'Alzheimer, ce qui s'y engage de ce point de vue. La maladie pensée comme panne réseau, c'est dire de cette façon donc, que la maladie neurodégénérative pourrait être à l'échelle du microcosme, à l'échelle individuelle, ce que pourrait être finalement l'organisation du monde commun, le macrocosme d'un monde en fait construit sur le mode en fait de la réticulation et du réseau. Il y a un philosophe qui s'appelle Daniel Parocchia qui avait publié un très beau livre qui s'appelait La philosophie des réseaux, dans lequel il disait finalement il faut arrêter de parler, les philosophes disaient ça, vous vous en souvenez de Pascal, hein, l'homme est un roseau pensant. Il dit non, l'homme est un réseau pensant. Eh bien, si l'homme est un réseau pensant, de certaine façon, ce qui est vulnérabilisé dans les expériences en fait, neurodégénératives, ça dépend lesquelles, c'est effectivement cette capacité à se penser et à s'inscrire dans des réseaux. Dernière chose, peut-être pour terminer, je dirais, donc ces maladies interrogent nos manières de faire société et notre façon de penser ce qu'être un homme dans ce type de société. Elles interrogent aussi le rapport à nos identités, lorsque nous pensons les identités comme finalement la maîtrise ou le maintien d'un certain nombre de catégories ou d'attributs qui seraient totalement évidents. Bref, ce qui est questionné, c'est une conception un peu substantielle de l'identité et de l'identité personnelle autour de ces concepts d'intégrité, de dignité, en fait, de personne. Bref, et là, je dirais, c'est une question que je pose aussi à mon voisin, je dirais avec ce type de maladie, on est devant des types de pathologies en fait, qui brisent les certitudes des savoirs, qui séparent le somatique du psychiatrique et du neurologique. C'est-à-dire que comment réarticuler ces savoirs qui, pour être efficaces, ont eu besoin de diviser ou de séparer. Bref, ce qui est en jeu là, c'est effectivement comment, avec la maladie, quelque chose ébranle un quelqu'un, au point que ce dernier ne puisse plus savoir, parfois même pouvoir dire qu'il est quelqu'un. Et donc cette question de la maladie repose une vieille question qui est la question en fait du mal. Bref, et je m'arrête là-dessus. Donc répondre à la question, finalement, qu'est-ce qu'une maladie neurologique dégénérative? Vous voyez que finalement j'ai posé plus de questions que j'ai répondu à la question. C'est finalement dire que on peut vouloir penser la maladie soit dans le langage de l'extériorisation, c'est-à-dire finalement on fait une liste en fait de signes ou de symptômes. Donc on peut la penser donc, comme un fait extériorisable, totalement extériorisable et analysable, mais elle est en même temps une réalité expressive, aussi bien individuelle et collective. Autrement dit, comment apprendre à penser finalement, et à articuler le langage de l'extériorisation et celui de l'expression? C'est un première question. Et je dirais peut-être qu'une façon d'y répondre serait de dire que nous sommes à un moment du temps où à la fois contemporain du modèle médical evidence-based, donc d'une médecine fondée sur les preuves, il faudrait peut-être articuler à ce modèle ce qu'un médecin nord-américain appelle une evidence narrative médecine, donc non pas pour l'opposer à la première, mais disant finalement le moment du temps qui est le nôtre, c'est comment articuler le langage de la classification et celui de la narration, y compris lorsque ces narrations sont chaotiques, pas forcément totalement linéaires, et on le voit bien quand on parle de dégénérescence, en fait on veut essayer de penser une forme de linéarité alors que ces expériences ne sont pas complètement linéaires. Donc raconter la vie, c'est pas forcément toujours la raconter sur le mode d'un récit linéaire. Enfin, voilà, je m'arrête et je... Donc... Merci Jean-Philippe, c'était lumineux. Ça vous a permis comme ça de voir un certain nombre d'éléments à approfondir et je trouve que c'était bien de présenter un certain nombre d'enjeux qui ne paraissent pas évidents a priori puisque on nous parle de la lourdeur, de la pesanteur, du poids social, du poids financier, du poids économique. Enfin, je veux dire, c'est en termes totalement péjoratifs que toutes ces réalités des maladies et pas uniquement les maladies neurologiques dégénératives, sont restituées à la société comme, j'allais dire, un fardeau supplémentaire et un challenge qui est impossible à surmonter, et notamment dans les pays économiquement développés. Et vous avez su nous mettre un petit peu du côté des coulisses
en disant également qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça dit de notre société, qu'est-ce que ça dit aussi de ses vulnérabilités dans les mythes, dans les normes qu'elle promeut aujourd'hui, et de quelle manière on peut trouver une intelligence politique et éthique à considérer que ces questionnements peuvent nous permettre de trouver des voies de liberté, en tous les cas de créativité, de socialisation, puisque vous avez dit c'est le lien qui est véritablement en cause, et c'est aussi un modèle qui échoue pas uniquement pour les personnes atteintes de maladies neurologiques dégénératives, mais pour d'autres personnes qui se retrouvent socialement en situation de vulnérabilité. Donc merci de nous avoir posé dès les premières minutes de cette journée la dimension éminemment politique. Pour nous, on ne fait pas de l'éthique comme si on était à la Sorbonne, c'est de l'éthique inchronisée, et c'est très agréable de voir un philosophe qui pose avec autant de justesse des questions qu'on sera les uns et les autres amenés à reprendre à travers ces matinées, et puis également dans les ateliers. Et un atelier d'éthique, j'espère qu'il sera inspiré par cette dimension philosophique. Alors je donne la parole à Jacques Touchon. Alors Jacques, il est à la fois évidemment le neurologue de référence, impliqué dans ces questions, mais le connaissant quand même depuis des années. Je ne dis pas que nous sommes des amis de 30 ans, parce que ça ferait sourire la salle quand on voit ce que vivent les amis de 30 ans en politique. En tous les cas, j'ai toujours beaucoup de respect pour la parole de Jacques, qui est aussi une parole intelligente, c'est-à-dire où il donne à penser. Et depuis le début, engagé dans toutes ces maladies, alors que beaucoup de gens finalement avaient un peu de recul et de distance, il a cherché à accompagner son discours médico-scientifique de haut niveau par une réflexion éthique et par une réflexion également sur comment avoir une attitude juste vis-à-vis de la personne malade, vis-à-vis des proches. C'est pour ça que je pense que, et je voyais gourmand de ce que vous dites, je pense qu'il est très en capacité d'interagir aussi, non pas uniquement en termes de scientifique, mais également en termes de membres de la cité. Je donne la parole. Merci Emmanuel. Alors, qu'est-ce qu'une maladie neurodégénérative? Et d'abord, que se passe-t-il au niveau du neurone quand il dégénère? On ne va pas faire de la grande médecine. Le neurone qui dégénère, c'est un neurone qui est fatigué, qui est malade et qui peu à peu ne va plus remplir sa fonction dans la grande chaîne des collègues neuronaux. Et ça va se traduire par des troubles. Et cette dégénérescence, c'est quelque chose de progressif. Et ça, c'est très, très important. Et donc, en fonction des familles de neurones qui vont être touchées par cette fatigue, ça renvoie à Fiat, qui va nous parler de ça, cette fatigue, de cet épuisement, puis cette mort programmée, il va y avoir plusieurs types. On ne va pas faire le botaniste, mais la plus importante, c'est la maladie d'Alzheimer, la plus importante par le nombre, par le poids économique, politique, éthique, on pourrait dire. Et là, on a une image simple qui est la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la mémoire, mais pas seulement. Et on verra en conclusion de cette première partie qu'est-ce qui rassemble ces maladies neurodégénératives. Ensuite, il y a la maladie de Parkinson. Et James Parkinson, quand il a décrit cette maladie pour la première fois, disait que c'était une maladie uniquement motrice. Mais pas seulement. Une maladie de l'utilisation de la motricité. Mais pas seulement. Ensuite, il y a la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie terrible qui tue en 3 ans, le plus souvent, et qui est une maladie, on pense, de la paralysie de certains muscles, jusqu'aux muscles respiratoires. Mais pas seulement. La sclérose en plaques, qu'on a mis dans les maladies neurodégénératives, parfois pour des raisons un peu de politique, mais effectivement, elle devient dégénérative dans un deuxième temps. Est-ce que c'est une maladie uniquement du mouvement, de la vision? Non, pas seulement. Si on évoque la maladie de Huntington, cette maladie dégénérative induite par une anomalie génétique qui, forcément, lorsqu'elle est présente, va entraîner cette cascade dégénérative. Est-ce qu'il s'agit d'une maladie paralysante avec des mouvements anormaux? Non, pas seulement. Je pense que toutes les maladies neurodégénératives, parce que le cerveau n'est pas un ensemble de caisses bien isolées,
lorsqu'une caisse est atteinte, les autres vont avoir aussi un dysfonctionnement. Et donc, toutes les maladies neurodégénératives vont avoir une cognition altérée, une affectivité altérée, une personnalité altérée, une motricité altérée. Mais la séquence de ces atteintes va être différente selon la maladie neurodégénérative. La problématique qui les lie est celle du temps. On connaît bien la maladie aiguë qui vient interrompre brutalement la trajectoire existentielle de quelqu'un. On connaît bien aussi l'empathie immédiate de l'entourage, proche et moins proche, autour de quelqu'un qui est frappé par une maladie aiguë. Mais dans la maladie neurodégénérative, c'est une maladie chronique. Bien sûr, au début, il peut y avoir cet environnement empathique, mais qui va progressivement, peu à peu, s'effilocher et se réduire. Et l'espace d'empathie va parfois se réduire à une seule personne, et cette dynamique empathique va parfois même chez cette personne être altérée. Parce que Montaigne disait, en réfléchissant sur son vieillissement, c'est un processus extrêmement lent qui marche pas à pas, silencieusement, pour nous jeter in fine dans un état lamentable. C'était sa vision du vieillissement. Mais on peut rapporter cette relation au temps à la maladie neurodégénérative. Et la rupture existentielle brutale de la maladie aiguë, là on va avoir, j'allais dire, une rupture séquentielle. C'est-à-dire que au moment de l'annonce du diagnostic, il y a un effondrement existentiel. Le projet de vie s'effondre. Mais ensuite, si ça n'était que ça, toutes nos possibilités de résilience nous permettraient d'élaborer d'autres projets. Mais si on ne se sert pas du déni, et c'est malheureusement le cas, on est confronté à une prise de conscience d'une marche inexorable, pour reprendre Montaigne, qui va forcément nous jeter dans un état lamentable. Il faut arriver à vivre avec ça. Il faut que l'entourage puisse vivre avec cela. Et très rapidement, je vais vous dessiner le jeu relationnel complexe entre le patient atteint d'une maladie d'Alzheimer, pour saisir un exemple, et son proche, ce qu'on a appelé l'aidant naturel. Et d'ailleurs, le mot naturel est peut-être à questionner. Alors au début, ce patient atteint d'une maladie d'Alzheimer prend progressivement conscience que quelque chose dans sa tête, dans son cerveau, ne fonctionne pas comme d'habitude. Inquiétude. Et puis, vous savez que l'Alzheimer est comme une menace qui est vite saisie dans les craintes phobiques. Évidemment, ce sujet qui observe chez lui quelques ratés dans son fonctionnement cognitif va se dire, mais ça y est, j'y suis, c'est l'Alzheimer.
pour peu que dans son histoire, des oncles, des tantes, des pères, des mères, des grands-pères ont été atteints par cette maladie, la crainte devient extrême. Mais alors pendant toute une période, le patient va masquer. Et plus on est intelligent, mieux on va pouvoir masquer. Et j'ai le souvenir d'un professeur d'université qui faisait des cours de mécanique appliquée. Et évidemment, d'habitude, ces cours, il les préparait en 10 minutes. Et puis ensuite, ça lui a demandé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 jours. Et puis à un moment donné, ça s'est effondré. Mais donc pendant tout un temps, le sujet sait, mais personne autour de lui ne sait. Et il arrive une deuxième phase où le conjoint, l'aidant naturel, le conjoint ou la fille, c'est en général des femmes, le conjoint ou l'enfant ou le proche, l'aidant naturel, se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il y a des attitudes tout à fait remarquables. Là, tu es fatigué ce soir, je vais le faire à ta place. La déclaration d'impôt, non. Je vais le faire à ta place. Là. Tu es fatigué, tu es un peu dépressif en ce moment. Et là, il y a une phase où je sais que tu sais que je sais, mais nous ne nous disons rien. Et il y a une troisième phase où finalement c'est trop important. Et là, on se dit, et la crainte de l'Alzheimer, ou la crainte du Parkinson, c'est la même chose, ou de la maladie d'Huntington, c'est pareil, vient envahir non pas simplement l'individu, mais le couple du patient et de l'aidant. Et puis ensuite, l'histoire continue pas à pas, pour reprendre Montaigne, de chute en chute, nécessitant un travail de deuil itératif qui est peut-être une des caractéristiques les plus importantes de la maladie chronique et de la maladie neurodégénérative. Ce qui était possible maintenant ne sera plus demain. Ce que je faisais hier n'est plus possible aujourd'hui. Et ce travail itératif de deuil, c'est le patient, mais c'est aussi l'entourage. Et puis il arrive un moment, je regarde l'heure, il arrive un moment terrible où cette personne qu'on a aimée pour ses qualités et ses défauts, c'est ça l'amour, enfin, du moins pour moi, cette personne qu'on a aimée, elle n'est plus la même. Et surtout, il arrive un moment où cette personne-là ne me reconnaît plus. Et là, c'est un effondrement. Et puis ensuite, le handicap cognitif, moteur, devient tellement important que le sujet aidant s'épuise. Et c'est pour ça que la thématique de la fatigue est importante, parce qu'elle est importante pour le patient, mais aussi pour l'entourage. Fatigue, culpabilité, maltraitance. Et on voit là se finir des histoires mal, alors qu'elles avaient très bien commencé. Alors, cette pathologie neurodégénérative qui inscrit le sujet dans une histoire de souffrance à aggravation progressive, avec une fermeture progressive de l'horizon, avec un effacement progressif de l'inscription dans l'histoire du sujet. S'inscrire dans l'histoire, c'est bien sûr avoir un passé, mais c'est aussi projeter dans l'avenir, sinon il n'y a pas d'inscription dans l'histoire. Et ça se termine mal. Alors, il y a bien sûr une responsabilité générale. Parce que
le nombre de sujets atteints par cette maladie, par ces maladies neurodégénératives, ne fait qu'augmenter, pour des raisons diverses. Le vieillissement. Pour d'autres, c'est les pesticides. Donc il y a plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ça va poser un problème médical majeur, puisque pour le moment, on est dans une impasse thérapeutique. Mais ça posera un problème au-delà du champ médical. Ça va poser un problème au niveau politique. Comment une ville peut-elle gérer le problème des maladies neurodégénératives? La ville est un instrument de destruction, d'isolement du sujet atteint de ce type de maladie. Et il y a une politique, et rappelez-vous que la loi pour le handicap date de 1975, je crois. 2005, voilà, 2005. 2005, et qu'on est loin de d'avoir commencé à l'appliquer. Il y a donc là une violence de la ville à l'égard de ces pathologies qui pose un problème politique majeur. Et in fine, on voit très bien se profiler des problèmes éthiques qui vont dépasser ceux du médecin ou du soignant prenant en charge un patient atteint de maladies neurodégénératives, mais des problèmes éthiques qui vont concerner toute la société. Qu'allons-nous faire de ces gens faibles, qui s'affaiblissent progressivement, qui se transforment? Qu'allons-nous, en tant que citoyens, en tant qu'organisation citoyenne, politique, faire de ce problème? Et c'est là où ce que j'évoquais hier, de façon très, très grossière, parce que ma mémoire n'est pas fidèle, l'idée d'Hannah Arendt qui dit que lorsqu'une société est basée sur l'efficacité, le rendement, etc., un nombre important de sujets vont se trouver être superflus. Merci. Ce qu'il y a de bien avec Jacques Touchon, c'est qu'il a été dans le prolongement de ce qu'avait dit Jean-Philippe au départ. Il a apporté effectivement quelques références intéressantes pour que d'un point de vue biomédical, on situe ce dont on parle. On voit que c'est extrêmement ample comme sujet et difficile à circonscrire, ne serait-ce qu'en termes nosologiques, en termes de catégories. Et c'est un défi supplémentaire. Et un défi auquel on va être davantage confronté fin du mois lorsqu'il y aura un plan, s'il y a un plan, maladie neurologique dégénérative, où certains pourront se demander si ce plan véritablement a pensé à définir d'une manière claire ce qui relève ou pas de ce champ. Et on pourra aussi s'interroger, on l'a évoqué hier, pourquoi on a exclu tel et tel type de situation humaine qui, du point de vue des impacts sur la personne et sur ses proches, sont absolument équivalentes. Donc se posera la question de la justice, et c'est là où, dans l'aventure que nous on a menée en tant qu'espace éthique Alzheimer, on s'est rendu compte que c'est des situations un peu paradigmatiques, c'est-à-dire penser des situations extrêmes. Par exemple, à un moment donné, l'abrasement de la pensée, d'une certaine manière, la dissipation de l'esprit ou de l'identité, c'est penser beaucoup d'autres situations, y compris non médicalisées, qui sont des situations qui interpellent la société. Et c'est là où je trouve que les soignants, les proches, les familles, toutes celles et ceux avec les milieux associatifs qui s'impliquent dans ce domaine, ne sont pas uniquement dans une dynamique du soin, en termes thérapeutiques, au terme médicalisé du terme, mais dans une dynamique politique, puisque cette sollicitude qui témoigne relève soit des valeurs de la solidarité, soit des valeurs de la fraternité, et dénonce d'une certaine manière certaines incuries de la société. Donc on a vu à travers vos deux interventions à quel point aussi bien le philosophe que le médecin, philosophe et médecin d'une certaine manière dans sa manière d'apprendre les choses, et médecin-philosophe dans la manière de rentrer dans les interstices de ce qui doit nous questionner aujourd'hui prioritairement.
C'est-à-dire qu'il y a urgence à poser dans le contexte de l'impuissance thérapeutique, comme ça avait été le cas dans les années 80 avec le sida, d'abord la responsabilité sociétale, d'abord une mobilisation qui donne envie aux professionnels de soigner, d'être présents, aux malades de se faire soigner et aux familles d'avoir encore le sentiment non pas de survivre, mais d'exister dans une société qui les reconnaît. Donc c'est tous ces enjeux que vous avez posés. Alors je pense que Fabrice, qui est impatient d'intervenir, nous donnera encore 5 minutes, parce que beaucoup de choses se sont dites, même si on a un petit peu joué avec le timing. J'aimerais quand même que l'un et l'autre vous posiez une question. Alors voilà, c'est-à-dire que Jacques Touchon pose la question, s'il avait un rêve de poser à un philosophe une question, quelle serait cette question? Et puis ensuite, que Jean-Philippe fasse la même chose. C'est-à-dire, l'un et l'autre, vous avez situé les enjeux, et c'est tout à fait à la hauteur d'université d'été, Alzheimer, éthique et société, vous les situez à un niveau d'exigence, et pas le côté revendication catégorielle, ou le côté le petit bout de la lorgnette. Donc, si Jacques, tu avais une question à poser à Jean-Philippe, quelle serait-elle? Et Jean-Philippe, il a quelques minutes pour répondre, et réciproquement. La problématique de l'identité chez un patient atteint de maladie neurodégénérative. En 3 minutes 30, sachant que demain, cette question va être abordée aussi par Marie-Lou Eustache, et que je pense que c'est des sujets qui vont être assez récurrents, vous verrez, au cours de ces 2 journées. Alors, le philosophe a une capacité aussi de synthèse, d'analyse. Oui, ça me rappelle, il y a un sujet de bac qui sont souvent des très bonnes questions, qui disait, c'était un sujet proposé des élèves de terminale, hein, suis-je le même en des temps différents? Et donc c'est une vraie question, hein, et donc c'est une question qui est immense. Je répondrai en fait en écho à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que sur cette, je crois que ce que la maladie neurodégénérative vient questionner, c'est de penser l'identité en termes de permanence. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir une conception de l'identité personnelle de type substantiel qui la ferait même à elle-même, indépendamment en fait de son rapport à l'histoire. Ce que j'ai entendu, et notamment autour de cette idée en fait d'ébranlement, en particulier, c'est que finalement l'ébranlement, c'est effectivement une manière de venir toucher, affecter cette conception substantielle, hein, de l'identité pour effectivement, c'est ce qu'on dit quand on met en branle, hein, c'est-à-dire que c'est l'idée de mise en mouvement. Alors effectivement, la question c'est comment penser une mise en mouvement sans que pour autant on sache par avance déjà la fin, si je puis dire. Et ce qui me frappait dans l'exposé, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette idée de l'ébranlement. Et l'ébranlement, est-ce que c'est à la fois une manière de dire c'est foutu, enfin ça tout fout le camp, donc une perspective téléologique, je le disais tout à l'heure, en fait, sur l'idée d'une identité dont par avance on errait une identité un peu de type curriculum, quoi. On connaît la trajectoire, alors ça va. Plus ça va, moins ça va, quoi. Hein, la question de la dégénérescence. Ou est-ce qu'on peut, à l'intérieur de ça, penser autrement la question, de l'ébranlement que dans les termes uniquement de ceux de l'effondrement. Et c'est là que je renvoie à ce moment-là la question à mon voisin. C'est-à-dire que l'effondrement, est-ce la dissolution définitive de l'identité? Il me renvoie le bébé avec l'eau du bain. Alors, tout dépend, parce que là, je suis en train de lire un petit ouvrage de Clément Rosset qui a initié la question que je t'ai posée. Pour lui, l'identité, il n'y a qu'une identité qui tienne, c'est l'identité sociale. Bon, c'est une position. Effectivement, si on est parti là-dessus, s'il n'y a que ça qui soutient l'identité, la maladie neurodégénérative va mettre à mal cette identité. Mais je pense que, et tous ceux qui ont écrit, tu citais Bobin hier, mais il y a de nombreux écrivains qui ont écrit sur la maladie d'un proche, et je pense que c'est ces témoignages-là qui sont importants pour comprendre que jusqu'au bout, d'abord il y a de l'humain, mais ça depuis les camps de concentration et les écrits qui ont suivi, on sait, il y a de l'humain, mais il y a de l'humain qui correspond à l'identité du sujet. Et que cette identité perdure.
mais qu'il va falloir aller la chercher. Si on s'en tient à la surface des choses, on va avoir l'impression que le sujet a perdu son identité. Et j'utilise le mot sujet à dessein. Peut-être simplement, enfin, je veux pas parce qu'en fait, on pourrait être un peu technique. C'est pas le lieu de cette façon. On peut être précis quand même. Toutes les réflexions qu'on a aujourd'hui autour de la question de l'identité pensée comme ipséité, hein, donc la distinction entre ego et ipse, donc est une façon. Préciser alors la distinction. Oui, donc c'est en fait, bon, c'est par exemple un philosophe comme Ricoeur, hein, donc qui met l'accent sur l'idée que lorsqu'on pense l'identité, effectivement, on la pense plutôt à partir du maintien du même. Donc des mêmes qualités, justement. Or, lorsque ces qualités disparaissent, hein, et c'est la question de l'amour, Pascal, hein, on aime toujours que des qualités empruntées. Bon, donc effectivement, lorsque ces qualités en fait s'étiolent ou se reconfigurent, qu'en est-il? Donc effectivement, donc ce qui est blessé, c'est y a-t-il quelque chose comme un noyau de l'identité qui se décline sous le déclin des qualités identifiées? Et donc la question de l'ipséité, elle dit ça. Et en fait, Ricoeur donc propose, lui, de dire, bien finalement, peut-être que plutôt que de parler d'une identité substance, hein, il faudrait parler d'une identité narrative. Et bon, je voulais dire ça parce que donc ce qui m'intéresse dans ce qui vient d'être dit au propos de l'importance aujourd'hui que prend la littérature à côté des langages de la classification pour dire la maladie, hein, ou pour l'exprimer plutôt que la dire.